Bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui pour cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la série Repenser la vie, co-organisée par Inventé, le Centre d'innovation technosociale de l'Université de Montréal, le Consortium Santé numérique et Infieri. Donc, je me présente, Laetitia Crémona, je suis adjointe à la vice-rectrice à la recherche et responsable de l'équipe Inventé. Donc, notre série Repenser la vie, qui se place au carrefour des technologies numériques, de la santé et de l'innovation responsable, propose des rencontres entre des invités d'horizons très divers. Notre objectif, en fait, est d'initier le dialogue et de jeter un regard nouveau sur des enjeux majeurs de notre société actuelle. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement aux frontières de la vie humaine et artificielle. Nous accueillons pour ça Dominique Leclerc, qui est autrice et commetteur en scène et interprète de la pièce de théâtre Post-humain qu'elle avait menée en 2017 à l'Espace Libre et qui s'intéressait à l'impact du développement des biotechnologies et des nanotechnologies sur l'individu. Sa nouvelle pièce, I.O., sera présentée sous peu au Centre de théâtre d'aujourd'hui. On a également avec nous Nathalie Gaucher, qui est urgentiste pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeure agrégée de clinique au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Madame Gaucher s'intéresse aux enjeux de bioéthique. Elle est membre du bureau de l'éthique clinique et a récemment été nommée membre de la commission de l'éthique en sciences et technologies. Donc, je laisse maintenant la parole à mes collègues. Madame Dominique Leclerc en premier. Merci. Oui, bonjour. Donc, pour faire un petit survol, qu'est-ce que cette pièce et cet intérêt? Donc, j'ai commencé en 2013 à être vraiment fascinée par ceux qui s'autoproclament cyborgs, biohackers, transhumanistes. Pour donner une définition rapide, je vais être obligée de généraliser malheureusement, mais pour que tout le monde puisse suivre. Donc, le transhumanisme est une sorte d'idéologie pour certains, un mouvement donc de gens qui travaillent à ce que les technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences cognitives et technologies de l'information, contribuent d'une certaine façon à éliminer la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort. Donc, le mouvement transhumaniste est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense, et ça un petit peu partout à travers le monde, que ce soit à travers des chercheurs, chercheuses universitaires, des partis politiques. Il y en a de plus en plus, énormément de compagnies. Donc, c'est une vision du monde très répandue, disons, dans la Silicon Valley. La technologie on veut que la technologie nous aide à prendre le dessus sur notre biologie. Donc, il y a des projets transhumanistes qui sont pilotés dans des entreprises telles que Calico et Verily, donc deux filiales de Alphabet, Google. Calico qui s'attaque au vieillissement, entre autres, Verily à la santé. Une des plus grandes figures du mouvement, celle qui est la plus médiatisée, disons, s'appelle M. Ray Kurzweil. Il est directeur d'ingénierie chez Google depuis 2012. C'est pour certains le pape du transhumanisme. Donc, il y a toutes sortes de transhumanistes et de visions du mouvement. Celle de Kurzweil est quand même très discutée parce qu'il parle d'une ère qu'on franchirait en 2045, donc l'ère de la singularité, une ère de changement si profond qu'il n'y aurait plus de distinction claire entre l'homme et la machine. Donc, ce que j'essaie de faire avec mon projet, c'est tout simplement de démocratiser la réflexion autour des enjeux que ça suscite. Et j'essaie surtout qu'on ne balaie pas du revers de la main ce mouvement-là en se disant que ce sont que des excentriques, parce que, selon moi, c'est le monde vers lequel on se dirige. On est toujours en quête de perfectibilité et maintenant, on a de plus en plus d'outils pour y arriver. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser ensemble, c'est comment on veut articuler notre monde autour de ces nouvelles réalités-là. Et où ça commence l'augmentation. Et ce qui me fascine le plus dans ce sujet, c'est est-ce qu'il y a une limite entre médecine curative et médecine d'amélioration? Il y a maintenant des biohackers qui modifient leur ADN dans leur garage de façon tout à fait libre. Il y a des gens qui quittent le territoire américain pour recevoir des thérapies géniques. Donc, on assiste à une espèce de volonté de démocratiser la médecine, de l'emmener plus loin, de se l'approprier. Et je vais terminer là-dessus. Le mouvement transhumaniste, en ce moment, leur gros cheval de bataille, c'est de faire accepter le vieillissement comme étant une maladie auprès de la FDA, donc la Federal Drug Administration. De cette façon-là, ils pourraient arriver à accéder à d'autres sortes de médicaments et de thérapies, pourraient expérimenter davantage de choses. Ça pose plein de questions.
Merci Dominique de mettre la table. C'est toujours un domaine tellement fascinant d'entendre parler de transhumanisme. Puis, ben, en fait, ça rejoint quand même beaucoup de questions que moi, je me pose comme médecin, tout simplement, là, presque dans mon quotidien, c'est-à-dire, ben, c'est quoi le rôle de la médecine? Puis tu as déjà évoqué un peu quand tu présentais le transhumanisme, où se situe la médecine là-dedans? Sachant que la quête de l'amélioration de soi, le souhait d'être mieux, puis de continuellement s'améliorer est quelque chose qui est intrinsèquement humain. Ça fait des centaines d'années qu'on essaie de faire ça et ça a mené à d'innombrables innovations tout à fait, qui pour nous ont l'air simples maintenant, qui font partie de notre quotidien, mais qui étaient des innovations à ce moment-là. Puis la frontière, effectivement, comme tu le dis, entre qu'est-ce qui est normal, puis qu'est-ce qui est plus que normal, ou qu'est-ce qui est donc de l'amélioration humaine, n'est pas évidente à tracer. Ce qu'on pense, c'est que quand on pense puis en plus, la normalité, la notion de ce qui est normal est elle-même une notion qui est très construite, fait que très difficile à définir, puis très située. Donc, la notion même de normalité est chargée de valeur. Fait qu'il ne faut pas oublier ça quand on parle du normal puis de qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est que la notion de normalité elle-même, ben, elle pose question. Puis c'est qui la pose et c'est qui la définit, puis à quelle fin est-ce qu'on la définit. Ce sont toutes des questions qu'on doit regarder. Puis quand on regarde en médecine, mais souvent la notion de normalité, en fait, est utilisée pour définir finalement qu'est-ce qui n'est pas normal, puis qu'est-ce qui n'est pas normal est généralement regroupé comme en 3 catégories. Fait qu'il y a la maladie, largement parlant, parce qu'encore là, est-ce que c'est la personne qui décide qu'elle se sent malade ou est-ce que c'est la médecine qui décide que c'est une maladie? C'est une question en soi. Mais donc, la médecine aurait un rôle à jouer pour ramener la maladie à un état de santé normal, pour aider dans le contexte de la normalité, ça sert aussi à définir un handicap. Donc, qu'est-ce qui n'est pas dans les conditions physiques ou cognitives dites normales de l'humain, mais aussi pour définir qu'est-ce qui est plus que normal. Donc, l'amélioration, l'augmentation. Puis, est-ce que la médecine a un rôle là-dedans? Est-ce que la médecine doit jouer un rôle à s'améliorer les gens? C'est une bonne question. C'est déjà des choses qui existent. Donc, on a déjà inventé toutes sortes d'outils pour s'aider, pour s'améliorer, que ce soit des prothèses tout à fait dites assez simples, des prothèses physiques qui nous permettent d'accomplir certaines tâches, que ce soit certains médicaments qui, comme tu le mentionnais tout à l'heure, avaient une indication clinique dans un contexte de maladie, avaient une utilisation, mais qui peuvent être utilisés des fois à d'autres fins. Certaines personnes pensent, par exemple, que prendre des médicaments comme des psychostimulants, ça nous permettrait de se concentrer mieux, plus que notre habilité de concentration normale. Un exemple que j'aime le plus qui illustre un peu les enjeux entre le normal, le handicap, l'amélioration, se situe en fait dans le monde de l'athlétisme ou du sport. Parce qu'en fait, le sport sont un peu plus capables, on va dire, ou ont été capables de définir plus clairement quand est-ce qu'ils trouvaient que quelque chose était normal ou pas. Ils ont des règles, ils ont des règlements qu'ils appliquent pour définir le cadre du sport et les règles de jeu, en fait. Et entre autres, il y avait un athlète qui avait un handicap physique qui utilisait une prothèse qui lui permettait de courir. Et cette prothèse s'est progressivement améliorée au point où il courait plus vite que les gens qui n'avaient pas de handicap physique. Fait que là, la question était, est-ce que cette prothèse lui permet de dépasser ce qui est normal pour un athlète de son niveau? Puis ça, je pense que ça reflète justement les frontières tellement floues entre ces 3 enjeux-là. Puis j'imagine que dans tes recherches, tu as rencontré toutes sortes de cas qui permettent de remettre en lumière aussi ces enjeux-là. Oui, tout à fait. Bien, en fait, l'exemple que je préfère, c'est un homme qui s'appelle Eno Park, donc qui, lui, était atteint de surdité, qui a eu accès à des implants cochléaires, donc 2 ordinateurs liés à son cerveau qui lui permettent d'atteindre une certaine normalité, donc d'entendre à nouveau. Et donc, Eno, par la bande, est programmeur informatique. Donc, il aimerait pouvoir ouvrir ses implants, les programmer, voir ce qu'il peut faire avec, entendre les ultrasons, pourquoi pas. Et donc, la compagnie qui a produit son implant l'a menacé de lui retirer s'il le modifiait. Et lui ont dit, tu n'es pas propriétaire de ton ouïe, nous sommes propriétaires de ton ouïe. Et c'est la première fois de ma vie, en rencontrant Eno, que je me suis vue envier le handicap. Non pas que je veuille devenir sourde, mais son implant cochléaire lui permet
de dépasser la normalité, donc de focaliser sur certaines conversations dans un bureau, dans un bar. Il peut fermer le son complètement la nuit, donc dormir comme un loir. Donc, avec toutes les rénovations que je vis en ce moment, j'adorerais pouvoir fermer le son et ne rien entendre quand ça me plaît. Donc, ça protège outrepasse certaines de nos capacités. Puis ça, je trouve ça fascinant aussi. J'ai rencontré aussi c'est le cyborg le plus connu, là, disons, s'appelle Neil Harbisson. Il a une antenne qui est attachée à son cerveau qui lui permet d'entendre les couleurs. Donc, Neil, à la base aussi, a la petite carte du handicap. Donc, il souffre d'achromatopsie. Et donc, l'antenne, si elle voit du orange, va faire un son qui est lié à ça, rouge et tout ça. Et donc, l'antenne de Neil est catalan. Son antenne a été fabriquée en Suède. Donc, il a fait la demande d'avoir un passeport suédois parce que pour lui, c'est une partie de son corps, cette antenne. Et là, le temps que ça va prendre avant qu'un comité d'éthique se penche sur cette question, on va encore avoir plusieurs cas en avant. Donc, on entre dans un monde où les gens se définissent autrement, définissent leur corps autrement, et ça risque d'être... Les décennies à venir seront fascinantes, je pense. Oui, effectivement, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui fait partie du corps et non? Je pense que ça amène aussi la notion de corps connecté. Si je peux me le permettre, à date, on parle de technologies qui se situent au niveau de notre corps, que ce soit des prises de médicaments, que ce soit un outil qu'on utilise pour se permettre de s'améliorer ou de compenser un besoin. La question se pose éventuellement dans le contexte d'innovation numérique, est-ce que ça va être les mêmes problèmes, les mêmes enjeux, ou est-ce que ça pose de nouvelles questions? Puisque des données numériques, disons qu'on soit connectés, que ce soit nos téléphones ou nos outils technologiques quotidiens qui sont connectés à nous puis qui ont de nos données dedans, parce que les gens savent que ce que je cherche dans mon Internet quand je cherche le matin. Mais il y a aussi toutes sortes d'outils technologiques qu'on utilise en médecine qui aussi portent des données, que ce soit des pacemakers, que ce soit d'autres outils technologiques. Et ces données-là ne se situent pas dans notre corps, se situent à l'extérieur de nous. Puis après ça vient la question donc de à qui appartiennent ces données-là, comment on les protège, comment on peut les utiliser pour faire du bien, puis à quelle fin et pour quelle personne, pour quel groupe de personnes, c'est quoi l'objectif de ces données-là. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire dans le contexte de l'innovation numérique sur l'utilisation des données pour qu'elles servent, quel but, en fait, de réfléchir à ça. Puis, je ne sais pas si j'imagine que tu as déjà... Bien, en fait, je suis super ouverte à cette idée de santé connectée. J'en ai besoin moi-même. Là, le début de ma quête, je me suis servi quand même du fait que je suis diabétique de type 1 et que j'ai besoin d'outils. Et ma quête d'aller vers un monde des cyborgs, de ceux qui sont capables de construire leurs outils, partait beaucoup de ce souci-là. J'aimerais que mes données m'appartiennent. Si je ne sais pas où elles vont, j'ai peut-être un peu peur dans le futur d'être victime de discrimination à voir. Donc, je suis ouverte à cette idée-là, mais là, je vois de plus en plus, c'est ça, les GAFAM, Amazon propose des montres connectées, Microsoft, ils ont des health cloud, ils ont des applications de santé, et des fois, surtout en pandémie, comme en ce moment, peut-être qu'on peut se sentir un peu laissé de côté parce que le système de santé déborde, donc on est peut-être plus tenté de se tourner vers ces outils-là, mais j'hésite parce que je ne sais pas quelle utilisation est faite de ces données biométriques. Et je sais qu'elles ont énormément d'ambition, y compris que c'est bien là que l'argent se situe dans nos données corporelles. Et qu'est-ce qui est réfléchi de leur côté avec tout ça et quels seront les projets transhumanistes d'amélioration dans le futur qui naîtront suite à cette collecte de données? On ne sait pas encore. Mais je pense que pour le moment, il y a quand même, on a peut-être un besoin au niveau de l'État de nous fournir des outils en tout cas, on doit réfléchir à où vont ces données. Parce que de plus en plus de compagnies d'assurance nous encouragent à porter des montres connectées pour observer le comportement qu'on a avec notre corps. On est récompensé ou puni en fonction de vous êtes bien comporté. Cette logique-là, si on la pousse très loin,
dans quelle mesure je vais laisser un élément externe me dicter quoi faire? Qui programme cet élément qui me dit ce que je devrais faire? Et est-ce que je vais perdre avec le temps une espèce de ressenti? Si j'ai mal au ventre, je sais que mon corps essaie de me parler. Est-ce que je vais plus me fier à Apple qui va me dire « Ah non, là, tu n'es pas supposé bien aller. » Donc, il y a une espèce de... Je ne suis pas du tout contre l'idée de me connecter, mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette hyper-surveillance qui se déroule seulement au niveau des chiffres. Parce qu'un patient, je ne sais pas, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, mais j'ai l'impression qu'un médecin prend en compte tout un paquet de réalités pour analyser les chiffres. J'ai encore envie qu'il y ait un humain derrière. Est-ce que tu penses qu'on peut éventuellement remplacer un médecin par que des données quantitatives? C'est une excellente question. Mon opinion est non, mais l'opinion facile, c'est celle-là. Je pense que ça soulève beaucoup de questions. Je pense qu'effectivement, la numérisation puis l'innovation numérique va pouvoir permettre toutes sortes d'outils, puis il va falloir qu'elle permette toutes sortes d'outils. Mais je pense qu'en fait, effectivement, pour que l'innovation numérique sache jouer un rôle qui ait du sens, en fait, c'est ça que tu dis, qu'il y ait du sens pour tous. Je pense qu'il y a deux enjeux qui doivent être réfléchis, entre autres la santé comme bien public, donc comme quelque chose de partagé, comme quelque chose de commun. C'est donc quelque chose envers lequel on a une responsabilité. Tu le nommais, dans le contexte pandémique, on voit que nos ressources sont limitées. Donc, le système de santé est une ressource limitée, puis on se doit d'être responsable. Puis dans ce contexte-là, je pense qu'on se doit aussi d'avoir des réflexions sur notre engagement sur l'innovation responsable, sur l'innovation, entre autres, numérique. Qu'est-ce qu'on veut comme innovation numérique? Qu'est-ce qu'on veut comme innovation numérique pour notre système de santé publique? Puis quel type d'engagement est-ce qu'on a besoin au niveau politique, au niveau organisationnel, au niveau de la recherche pour atteindre des buts qui sont en fait des buts communs. Il y avait la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable. Bien, il faut aussi des démarches concrètes pour respecter ces valeurs-là, puis ces principes-là, puis les mettre de l'avant. Fait que je pense parce que j'espère tous que ça, après ça, permet d'arriver à des buts communs. Donc, toi qui dis que tu veux encore un humain à l'autre bout, puis moi qui aime entrer en relation puis aider dans le contexte d'un besoin avec des outils technologiques, parfait. C'est ça. Je ne suis pas du tout contre l'idée de l'augmentation. En fait, ce qui me fascine du transhumanisme, c'est qu'on ne sait pas quel type de... Est-ce qu'on s'en va vers une liberté morphologique ou c'est chacun pour soi? On va essayer d'encadrer ça pour que le plus grand nombre en profite. Donc, ça fait simplement reconduire les mêmes questions qu'on a aujourd'hui. C'est juste que tout ça a une chance d'être exacerbé dans le bon comme dans le pire. Donc, il faut en parler. Où est-ce qu'on veut aller avec tout ça? Parce qu'il y a bien des possibles. Absolument. Donc, c'était justement l'objectif aujourd'hui de commencer à lancer les débats et puis de commencer à en discuter. Donc, merci beaucoup, Dominique, Nathalie, d'avoir pris le temps avec nous pour discuter de tous ces enjeux. Je pense que vous avez soulevé des questions qui sont essentielles, importantes, notamment toute la question autour des données personnelles qui devrait, selon moi, être l'objet d'une autre rencontre ultérieure dans le cadre de notre série Repenser la vie. On a d'autres questions qui seront également abordées dans nos prochaines rencontres, notamment les transitions écologiques et le numérique, le travail ou aussi la notion d'une seule santé. Donc, ça sera pour nos prochaines rencontres. Mais merci encore à vous, Dominique Leclerc, Nathalie Gauchier, de votre participation. C'est hautement apprécié. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci.